Déjà la mère à la maison nous criait vivez vos passions par la fenêtre. Et j'appelais tous les copains, les petites filles des voisins pour aller tenir dans nos mains la mitraillette. C'était celle d'un très vieux cousin qui avait rougi du stalinien dans l'Espagne en fête. Plus de hasard, plus de destin, on se disait c'est court demain, on la ferait claquer dans nos mains, la mitraillette. Nous, ce qu'on voulait vous proposer pour la commodité et la fluidité, donc on est 4. Si chacun d'entre nous parle 5 minutes, ça fait 20 minutes. Donc, il faudrait qu'on fasse quelque part un tour de table. Il y en a un de vous qui parle, il y en a un de nous qui parle, puis il y en a un de vous, mais il n'y en a jamais deux de nous qui se suivent, il n'y en a jamais deux de vous qui se suivent, et on essaye avec notre montre de se dire, on ne dépasse pas 5 minutes, parce que 5 fois 4, ça fait 20, on peut faire 1h30, on peut faire 2 heures, mais on ne va pas faire 44 heures. Oui, ça me paraît. Ça vous paraît cohérent? Mm. Alors, est-ce que vous voulez, pour commencer, vous présenter ou vous voulez qu'on démarre directement sur les questions? Comment voulez-vous pratiquer? On peut. Enfin, je sais pas, on peut se présenter, ouais, très brièvement. Donc, vous commencez par une présentation. L'un de nous deux répond par une contre-représentation. Et puis, à partir de là, on établit un dialogue sur vos questions. D'accord. Ça vous va? Oui. D'accord. Bon, le premier de vous deux qui veut démarrer. Vas-y, Christelle. Attends, moi, je ne me rappelle plus les questions déjà. Non, mais commence par te présenter. Alors, donc, moi, je m'appelle Christelle, je vis en région parisienne et j'ai intégré le groupe des Gilets jaunes constituants en avril dernier parce que ce que je voyais dans les lives me paraissait pertinent, notamment par la dénonciation qui était faite. Ils s'attaquaient au lieu de pouvoir et au capitalisme, en gros, hein, puisqu'ils sont contre la dette, contre l'oligarchie. Maintenant, il y a un nouveau slogan qui rentre, c'est « à bas l'usure ». Donc, c'est cette pertinence-là que je voyais de définir vraiment qui était cette oligarchie, qui était cette hyperclasse qui finalement provoque l'usure et provoque la division et je dirais l'extinction des classes sociales et des luttes sociales, quoi. Ensuite, j'ai beaucoup lu, notamment Debord, parce que c'est lui qui m'intéressait. J'ai beaucoup lu de la métaphysique également. Donc, c'est vrai que c'est un peu ma partie. Donc, par exemple, quand on va au Salon du Livre de la franc-maçonnerie, c'est moi qui vais parler de spiritualité, vous voyez. Donc voilà, je les ai rejoints essentiellement pour ça et parce que ce mouvement des Gilets jaunes, je voyais une résurgence de la lutte des classes. Quelque part, c'était déguisé, mais enfin, je la voyais. Et donc, je me suis dit, allez, je vais là-dedans parce que je suis là-dedans moi aussi et qu'il faut vraiment le dénoncer et aller au cœur du sujet maintenant, quoi. Voilà, me concernant. D'accord. Je peux me présenter Allez-y. Oui. Donc, moi, c'est Johan. Je viens de banlieue à la base. Hein. J'étais pas loin, j'étais entre le 77 et le 93 pendant toute ma jeunesse. Et avec une trajectoire assez normale, quoi, on va dire. Donc, je suis père de famille. Et je me suis très vite, donc, suite à la rencontre de ma compagne, suite au fait qu'on a eu donc des enfants ensemble, je me suis questionné un peu sur tout ce qu'il y avait d'inhumain dans cette société quelque part.
et que je ne savais pas désigner, que je ne savais pas, je ne savais pas pointer exactement les incohérences, ou en tout cas d'où elles venaient et où elles allaient. Et donc, je me suis mis à chercher et à creuser. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'en suis venu à intégrer le groupe donc Guerre de classe. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être qu'on pourrait plutôt faire aussi une présentation de ce qu'est justement le groupe Guerre de classe, parce que c'est en son nom qu'on va se rencontrer aujourd'hui. Comme vous voulez. Je vais essayer de faire rapidement, d'accord. Bon. Donc on est un groupe donc qui s'inscrit dans la trajectoire des luttes de classe et des insurrections paysannes, si vous voulez, qu'il y a eu en Europe sur la longue durée historique, c'est-à-dire ça comprend les communes de Paris, de Berlin 19, de Barcelone 37 et beaucoup d'autres. Et donc tous les groupes communistes quelque part les groupes communistes radicaux qui ont jalonné l'histoire de ces derniers siècles. Et alors lorsqu'on dit communiste, hein, bien sûr c'est pas dans le sens politique et mensonger qu'on connaît habituellement, mais c'est plus dans le sens si vous voulez de ce prolétariat qui en tant que communauté humaine universelle, et là on voit l'universalisation qui arrive donc dans le mouvement des Gilets jaunes, et donc cette communauté humaine universelle quelque part qui veut s'émanciper par elle-même, et c'est-à-dire sans la politique, donc dans un mouvement anti-politique, et sans chef, et donc dans un mouvement anti-chefiste, ce qui rejoint bien les actuels Gilets jaunes. Et donc dans ce cadre-là, on réfute toute avant-garde qui aurait la prétention de diriger ou d'éduquer qui que ce soit. Mais on tente d'aider de la manière la plus efficace possible la démystification justement de toutes les illusions actuelles, sachant que ce dévoilement ne peut être initié que par le mouvement de l'histoire lui-même, c'est-à-dire des hommes qui se dressent par eux-mêmes contre leurs conditions qui sont devenues insupportables et inhumaines et qui sont subies en permanence. Donc c'est là que qu'on s'engage donc pour faire jalon de compréhension historique qui se distingue par la critique donc implacable de tout ce qui est là pour réaménager notre servitude au lieu de la supprimer totalement. En pratique, Guerre de classe, c'est une plateforme donc, qui est composée de plusieurs dizaines de personnes de France et d'ailleurs, avec un site donc présent sur les médias Internet pour transmettre au prolétariat dont nous faisons nous-mêmes partie un message qui est vieux de plusieurs siècles. C'est oublions les revendications qui reconduisent notre servitude et exigeons une vraie vie humaine sans argent, sans État et sans salariat. À partir de là, peut-être que Elias voudra se présenter. Oui, bonjour. Donc, Elias, voilà, moi j'habite en banlieue parisienne. Moi, à la base, je suis plutôt dans le combat à travers, comment je pourrais l'exprimer, à travers en fait la permaculture. Voilà, moi j'ai une association qui a 4 ans qui fait la promotion de la permaculture dans l'espace public et avec plusieurs personnes qui font partie de cette association, on a pour volonté de créer un lieu de vie sous la forme de la permaculture. Donc en fait, c'est revenir un petit peu, le retour à la nature, le retour à justement cette harmonie, etc. Alors, pourquoi j'ai rejoint les Gilets jaunes constituants? Parce que c'était voilà, pour moi le groupe de Gilets jaunes qui montrait le plus de radicalité. Alors, il y a une petite formule qui résume un petit peu notre groupe, c'est radicalité dans la pensée et exemplarité dans l'action. C'est-à-dire c'est pas simplement un groupe qui fait de l'information et de la pensée, c'est un groupe qui mène des opérations, des actions concrètes de terrain, mais même si ce n'est souvent que symbolique, en tout cas pour pouvoir dénoncer le pouvoir profond, etc. Alors dans notre groupe, moi je vais un petit peu présenter notre groupe, en fait il se trouve que notre groupe il n'a pas
une... En fait, il y a beaucoup de diversité dans notre groupe. Il y a des gens qui viennent du sud Essonne, comme avait dit Francis Cousin, donc des milieux très ruraux. Il y a des gens qui viennent de Paris, de banlieues proches, 94, 93. Il y a beaucoup de diversité même dans la pensée. Il y a des gens qui sont plutôt proches des milieux et des courants anarchistes. Il y a des gens qui sont plus pour pourquoi pas de l'institutionnel sous la forme d'une république, mais au sens de respublica. Il y a des gens qui sont pourquoi pas dans des initiatives, enfin, dans des volontés de retour à des formes de monarchie même. Voilà, il y a énormément de diversité. Et on ne se rejoint pas sur qu'est-ce qu'on veut après, même si on peut en débattre et voilà, il n'y a pas de problème. Nous, déjà, on veut apporter le débat libre et dans un premier temps, ce sur quoi on est tous d'accord, c'est pour dire que la République telle qu'elle est, c'est-à-dire la République des banquiers, des réseaux occultes, eh ben, on veut l'abolir. Voilà, ce système-là, on veut l'abolir. Le grand capital tel qu'il existe actuellement, on veut l'abolir. Après, on pourra rentrer éventuellement dans le détail de est-ce qu'il y en a, oui, voilà. Alors, je sais que vous allez nous dire, OK, c'est du recyclage, mais il y a des réflexions qui se mettent dans le groupe, à savoir sur la monnaie, etc., etc., etc. En tout cas, voilà, nous, on réfléchit, on est dans une réflexion, on essaie de retourner à la radicalité. Et puis, comme a dit Christelle, il y a quand même un sentiment, j'estime, dans notre groupe, comment dire, il y a une dimension de spiritualité indéniable dans le combat qu'on mène aujourd'hui chez tous les gilets jaunes, même de manière générale, beaucoup de gilets jaunes que j'ai rencontrés qui sont aussi dans ce combat. Et puis voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Bah écoutez, tout ça est très intéressant. Donc moi, je m'appelle Francis Cousin. Je baigne dans la mouvance communiste depuis que j'ai 14-15 ans. Alors bien évidemment, la mouvance communiste, ça n'a rien à voir avec la mouvance social-démocrate, bolchevique, capitaliste d'État des pays de l'Est. Je parle de la mouvance communiste, c'est-à-dire les êtres de la grande profondeur de la tradition primordiale de l'insurrection de l'être contre les puissances de l'avoir, et qui, de siècle en siècle, en insurrection paysanne et en insurrection ouvrière, n'ont pas cessé de dénoncer la matérialité financière, industrielle, bancaire de la marchandise totalitaire. Donc, être communiste, c'est être dans la relation de sacralité à la communauté pour retrouver le souffle de vie de l'être contre tous les despotismes de l'avoir. Et donc, guerre de classe, ce n'est pas un cénacle qui a construit un système. C'est-à-dire qu'un jour, il n'y a pas 30 ou 40 clampins qui se sont dit on va créer un système d'émancipation. Le système d'émancipation, il nous préexiste depuis le néolithique, c'est-à-dire depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines de siècles, des hommes dans la culture de la terre, dans la culture de l'émotion, dans la culture des soleils, dans la culture de la sensation, dans la culture de l'érotisme, se sont dit « je refuse d'être un esclave ». Donc ça fait des siècles de lutte paysanne et ça fait des siècles de lutte ouvrière que des hommes se sont levés contre toutes les gauches et contre toutes les droites pour dire « nous voulons la communauté humaine sans État, sans argent pour le produire humain nécessaire ». Donc nous, guerre de classe, on n'est pas un groupe de construction, on est un groupe d'héritage et de transmission et on fait simplement passerelle entre toutes ces luttes qui la plupart du temps ne sont pas connues et le moment présent. Donc on n'arrive pas dans le mouvement des Gilets jaunes pour dire aux Gilets jaunes il faudrait faire ça. On arrive dans le mouvement des Gilets jaunes pour dire vous savez Gilets jaunes, ce que vous vivez a déjà été vécu des milliers de fois avant. Et ça a été écrasé, mystifié, conduit dans un cul-de-sac. Donc, on est simplement là pour faire passerelle critique, pour rappeler aux hommes d'aujourd'hui que la grande lutte qu'ils vivent, elle gagnera s'ils échappent aux pièges et aux mystifications de la réforme, et que par contre, ils périront s'ils sombrent dans les cul-de-sac réformistes de la recomposition. Alors, vous avez dit des choses importantes tout à l'heure. Vous avez dit oligarchie et usure. Pour nous, c'est des pièges.
Pourquoi c'est des pièges? Notre ennemi, ce n'est pas l'oligarchie ou l'usure. Notre ennemi, c'est la marchandise dont l'oligarchie et l'usure ne sont que les effets. Notre ennemi, ce n'est pas la république des banquiers et des forces occultes. Notre ennemi, c'est la république de l'argent dont les banquiers et les forces occultes ne sont que les métastases. Si je désigne les banquiers et les forces occultes, si je désigne l'oligarchie et l'usure, quelque part, on va me dire, mais donc tu voudrais donc un système marchand pur et propre, sans usure, sans oligarchie, sans force occulte. Et c'est le premier piège, parce que c'est impossible. L'oligarchie de l'usure n'est que le produit du fétichisme de la marchandise. Et mon ennemi, ce n'est pas le grand capital, c'est le capital, parce que le petit capital produit déjà le grand capital. Donc, si vous voulez, le grand combat radical aujourd'hui, c'est de ne pas se tromper d'ennemis, c'est de retourner à la première internationale dans le grand débat qu'il y a eu entre Marx et Proudhon. On ne peut pas rénover la pourriture du capital pour la purifier, on est obligé de l'abolir, sans ça elle nous tuera, elle nous mystifiera et elle nous écrasera. Je prends un exemple, la permaculture. Dans la communauté communiste de demain, nous aurons une permaculture naturelle dans la communauté à l'infini de nos satisfactions humaines. Mais il y a deux permacultures. Il y a la permaculture du capital qui est aujourd'hui un laboratoire de recherche du capital. Le capital aujourd'hui, il est progressiste, il est bobo, il est urbain. Et les capitalistes ont déjà investi dans une régénération écologique du capital. Le capitalisme, il est contre le diesel, il est pour la voiture électrique. Demain, le capital moderne sera contre les pesticides et sera pour la permaculture généralisée. Les laboratoires de recherche du capital aujourd'hui sont, dans leur forme archaïque, encore pesticides et Monsanto. Mais les fractions modernistes, elles sont écolo-bobo radicales de la permaculture la plus moderniste possible. Donc le problème que l'on a aujourd'hui, il est simple, c'est pas de se battre contre les effets du système, mais c'est de se battre centralement contre le système lui-même, et il n'y a qu'une seule alternative, où nous détruisons l'argent, où nous détruisons l'État, et nous faisons production de la vraie commune universelle, ou alors nous réagençons le capital pour avoir effectivement un capitalisme plus propre, plus humain, moins fiscaliste, moins usuraire, moins force occulte, bref, un capitalisme de transparence. Et on a eu ça à travers le RIC, à travers le RIP et à travers tous les ricochets possibles. On retombait dans les ornières de la première internationale dans un néo-proudhonisme qui nous disait, ben finalement, si les gens autogèrent la merde capitaliste, elle est plus belle. Non, on ne veut pas autogérer la merde capitaliste pour qu'elle soit plus belle, nous voulons la détruire. Et je termine juste sur un truc qui est essentiel. Je ne sais pas si parmi vous, beaucoup ont lu le journal Le Parisien de la semaine dernière, daté du 16 novembre. Dans Le Parisien du 16 novembre, la semaine dernière, on avait toute une série d'analyses à partir d'enquêtes réalisées autour des proches de Macron, autour des proches de tous les ministères et autour des proches de tout ce qui positionne le patronat contemporain. Et c'était la grande peur des Gilets jaunes. Mais ce n'est pas la grande peur des Gilets jaunes réformistes qui veulent purifier le système. C'est la grande peur radicale d'un mouvement Gilets jaunes qui est inconscient de sa force et qui va beaucoup plus loin que ce qu'il croit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des assemblées Gilets jaunes qui posent des revendications. Ça ne fait pas peur à Macron. Ce que nous disait le Parisien, c'est que ce qui fait peur à Macron, c'est cette masse de Gilets jaunes qui monte, qui n'a pas de revendication, qui n'a pas de responsable, qui n'a pas d'assemblée constituante et qui est incontrôlable. C'est le grand tumulte du volcan insurrectionnel. Et dans ces articles du 16 novembre, on voyait bien que le mouvement des Gilets jaunes, finalement, même dans la grande peur de Macron, il est double. Il y a tous ceux qui veulent poser des revendications pour avoir des objectifs réalisés. Ça ne fait pas peur à Macron, parce qu'il sait qu'à travers toute une série de débats institutionnels classiques, institutionnels critiques, il va les récupérer dans des assemblées générales de recomposition réformiste. Mais ce qu'il a,
la grande peur. C'est ces ronds-points de la périphérie prolétarienne qui n'ont rien à voir avec les gilets jaunes bobos des villes. C'est les gilets jaunes radicaux de la France profonde, de la gauloiserie réfractaire, communarde, insurrectionnelle, qui, elle, n'a pas de chef et n'a pas de revendication. Ce qui fait peur à Macron, c'est ceux qui n'ont pas de revendication. Parce que ceux qui n'ont pas de revendication ne sont pas canalisables. Et donc là, par rapport au temps qui vient, il va y avoir la fameuse grève du 5 décembre. La fameuse grève du 5 décembre, on a le piège réformisme de la convergence des luttes aliénatoires. C'est-à-dire que la convergence des luttes dans le cul-de-sac pour rénover la merde de notre esclavage. Et puis on a au contraire la transcroissance radicale pour foutre en l'air la gauche du capital, pour foutre en l'air la droite du capital, et pour faire surgir la commune radicale contre tous les partis politiques. Et Macron, dans les textes du 16 novembre, malgré son inculture, sa bêtise, son ignardise, sa lamentabilité historique, il a pigé. Dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a ceux qui posent des revendications et qui ne sont pas dangereux, et il y a la colère qui est derrière. Et ce qui pour nous est important, c'est cette colère radicale qui renoue avec la Commune de Paris, qui renoue avec toutes les insurrections, abat tous les États, abat la marchandise. Et ce que nous voulons, ce n'est pas nous débarrasser de l'oligarchie ou de l'usure pour avoir une marchandise propre. Il n'y aura jamais de marchandise propre. Nous voulons détruire la marchandise, et c'est parce que nous détruisons la marchandise qu'il n'y aura plus d'oligarchie et plus d'usure. Comment on procède? Est-ce qu'on procède sur les trois questions ou par les trois thèmes Alors, là, en tour de parole, pour que ce soit relativement homogène, c'est à Christelle de parler. Si vous voulez, Christelle peut proposer l'articulation que vous nous aviez adressée, puis à partir de là, Johan peut répondre, et puis après vous, et puis après moi. Ouais, c'est très bien. On fait comme ça? Ouais. Bon, eh bien, mademoiselle, c'est à vous. Merci. Alors, nous avions proposé donc du coup de parler de l'anniversaire du mouvement des Gilets jaunes, puisque là, le cap de la première année est passé. Essayer de voir, de faire une analyse un petit peu de ce mouvement, du déroulé historique de ce mouvement. C'est vrai qu'au départ, on voyait que la lutte était assez radicale. C'était une explosion de colère, comme vous le disiez. Il y avait vraiment ça qui pointait. Et enfin, moi, c'est vraiment ce que j'ai vu au départ, quoi. Cette colère, parce que les gens, la majorité des gens que je connais en France périphérique, le prolétariat de base, il en a marre d'être assailli de charges, de taxes, il vit plus, quoi. Alors ça passe par un discours effectivement très existentialiste de on veut du pouvoir d'achat, mais sous ce on veut du pouvoir d'achat, moi j'entends on vit pas, quoi. En même temps, ce mouvement au départ, c'était, me semble-t-il, l'émergence d'une souffrance énorme. Et vous aviez fait, Monsieur Cousin, un entretien en 2010, je crois, sur le mal-être dans la société du spectacle. Et c'est vrai que ce que je voyais avec le mouvement des Gilets jaunes, ça correspondait à votre analyse dans cette interview. Il y avait un tel mal-être dans les strates prolétariennes de cette société que ça ne pouvait à un moment donné que sortir sur un terrain insurrectionnel. Parce que on voit bien que quand les libertés sont réduites à peau de chagrin, les libertés individuelles, à un moment donné, ça pète, quoi. Parce que l'humain est tellement écrasé dans son intériorité que ça ne peut que péter. Et puis, au fil du temps, j'ai vu le gauchisme qui commençait à rentrer dans ce mouvement. Donc, on a vu émerger le RIC, on a vu émerger tout un tas d'oripeaux comme ça, des réformes, ouais. Et du coup, cette colère du départ, ça me nuisait un petit peu. Cette énergie a été canalisée et détournée.
Et puis, ça a tourné en rond pendant pas mal de temps, me semble-t-il. Le samedi a défilé dans Paris. La répression était de plus en plus forte. Donc, il y a eu quand même des personnes blessées dans leur chair. C'est pas rien, ça. Et j'ai pas eu l'impression que l'opinion publique était touchée de ça. Et ça a été, moi, en tant qu'être humain, ça a été insupportable pour moi de voir que les gens n'étaient pas touchés par le fait que certaines personnes perdaient des yeux, des mains sur Paris. Ça me paraît aberrant, quoi. Quand on est un être humain, on ne peut être que touché par ça. Parce que finalement, il y a une souffrance qui émerge et en réponse à cette souffrance, ça inflige encore plus de souffrance, quoi. Et puis là, j'ai l'impression à l'heure actuelle, pour les un an, entre guillemets, qu'il y a une convergence, ou du moins un appel à la convergence des luttes, mais qui se fait en fond de greenwashing. Oui. Et on le voit au niveau de pas mal de leaders, soi-disant leaders des Gilets jaunes, qui s'orientent tous vers la Convention citoyenne du climat. Il y en a un autre qui dit oui, mais c'est vrai que la question climatique, ce serait pas mal pour permettre aux gens d'en haut de parler aux gens d'en bas. Donc, ils nous mettent dans les pattes, en fait, le capital nous met dans les pattes, comment dire, un liant, un faux liant pour fédérer, qui est la question du climat. Sauf que bon, c'est complètement faux, quoi. Je veux dire, c'est une réforme, quoi. Comme vous dites, c'est repeindre la mer d'envers, quoi. Et j'ai l'impression que les mentalités s'orientent là-dessus, là, à l'heure actuelle. Voilà ce que je vois, moi, à peu près. Et nous, là, les constituants, on est en train de revenir, du coup, puisqu'il y a cette fausse convergence des luttes. Nous, on revient sur le devant de la scène en disant non, ça c'est faux. N'allez pas là-dedans, c'est faux. C'est pas contre ça qu'il faut lutter, c'est pas contre ça qu'il faut se battre, c'est pas ça qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer les conditions de vie qui sont de plus en plus déplorables, quoi. En tant qu'humain, on ne peut que dénoncer cela. Après, on essaie dans nos vidéos d'amener du factuel pour dénoncer tout ça. Déjà parce que on part du principe qu'en France, les gens sont propices à l'intelligence, sont propices à la sensibilité, que ça a peut-être été un peu endormi, mais que c'est là, au fond des cœurs, et qu'on doit le réveiller. Donc c'est vrai que là, nous, on a fait 2 vidéos avec le compagnon, où on part de ce principe. Regardez, vous avez ça en vous, cette capacité insurrectionnelle, elle est en vous. Donc voilà moi à peu près ce que je vois au niveau du déroulé de ce mouvement. Alors c'est vrai que vous avez abordé plein de choses. Vous avez abordé la gauche, la spécificité française dans la lutte, l'écologie, l'opinion publique, la capacité des gens à réagir en tant que cette souffrance peut les toucher plus ou moins, peut-être aussi selon les conditions objectives de leur existence à eux, qui fait que ça leur parle plus ou moins. Et donc pour la spécificité française, bon, ces gilets jaunes qui se sont retrouvés tous ensemble pour justement refuser ces conditions d'existence qui sont faites d'oppression, de mépris, donc de taxes sans aucune reconnaissance, et qui veulent justement être reconnus et être vus. Ils viennent en général de la France plutôt périurbaine et rurale, donc qui se trouvent et qui se retrouvent au-delà des banlieues et ne bénéficient d'aucun service public. Et c'est un peu cette France qui forme le tissu des Gilets jaunes, en tant qu'aussi elle a un héritage qui est celle des grévistes acharnés de 68. Donc cet ancien prolétariat communard qui a été relégué, qui a migré de force hors des territoires de la ville, des centres-villes, mais aussi hors des esprits justement des gens du centre-ville, des bobos, et donc qui a été remplacé par une immigration qui vient de l'Orient et qui est plus modelable dans un sens aux exigences salariales. Et
Donc, on a autour de ce centre-ville des défavorisés qui, bien sûr, sont défavorisés, mais sont favorisés dans le sens où ils représentent une certaine image qu'on veut soigner, donc dans les banlieues qui ont été exprès ethnicisées et dont le seul horizon pour beaucoup, c'est le rêve américain. Et ça permet d'occulter le tissu social encore réfractaire de la France profonde qu'on veut oublier. Et donc favoriser dans le sens qu'ils sont relativement mis en avant et reconnus. Alors que le paysan picard, bon, on n'en parle clairement jamais. Et donc après, il y a cette réalité territoriale qui a un sens, mais bien sûr, elle n'est pas figée, et bien sûr, il y a des exceptions. Mais on voit donc très vite que ce mouvement jaune, il est décisif et il est dangereux pour le système. Et donc, c'est pas pour rien qu'on a une couverture médiatique totalement délirante et une coalition de la droite à la gauche du capital contre justement ces gilets jaunes, et ça dans un discours totalement abject, mensonger, une forte répression policière. Et quelque part, ça nous amène cette espèce de vue d'ensemble d'où part la contestation à la base. Ça nous emmène quelque part à la deuxième phase du mouvement, qui a été la réponse à ce mépris, donc ce mépris des journalistes, ce mépris des politiques, et comment justement se structure ce mouvement dans cette opposition. Donc, je ne sais pas si vous voulez réagir un peu à savoir cette question d'où viennent les gilets jaunes. Bah, moi, je vais faire rapidement donc le résumé d'un an de gilets jaunes. Alors moi, j'étais pas sur le terrain au début parce que j'étais en Corse, dans une ferme au milieu du maquis corse. C'est bien. Ouais, voilà, bah, je faisais de la permaculture en Corse, donc pendant les 2 premiers mois, je n'étais pas du tout sur le terrain. J'enrageais tout seul dans ma caravane au fond du maquis en me disant, oh punaise, qu'est-ce que j'aimerais être sur Paris. Mais du coup, moi, depuis que je suis rentré sur Paris, c'était déjà récupéré par le gauchisme, mais c'était déjà plus du tout ce que j'avais vu, moi, les premières images où voilà, on voyait des pancartes avec des slogans d'une radicalité vraiment très très forte. Et après, c'était voilà, complètement récupéré par le gauchisme, surtout sur Paris. Mais du coup, moi, je veux simplement dire que ce qu'on a vu dans ce mouvement Gilets jaunes, c'est déjà pas de structure, très peu de structuration, donc au final, très peu de récupération finalement dans le fond. Voilà, les gens, c'est organique, quoi. Ils sont sortis parce que c'était le cœur qui parlait, quoi. Et au-delà de ça, il y a une conscientisation politique, dans le bon sens du terme, qui est arrivée. Nous, sur le groupe, dans le 91 notamment, on a des gens qui étaient, ils se disaient eux-mêmes des endormis, c'est-à-dire, voilà, ils croyaient au système, au spectacle de la marchandise, ils étaient complètement spectateurs et ils y croyaient à fond, quoi. BFM TV, faut aller voter, etc., etc. Et ces gens se sont réveillés et ces gens ont évolué de manière vraiment spectaculaire. Ils montent avec nous sur des ateliers où on va rencontrer des intellectuels et ils prennent des notes et vraiment ils essayent de monter en niveau politiquement. Et ça, déjà, je trouve que c'est merveilleux. Ça, c'est quelque chose que de toute manière, c'est gagné. C'est-à-dire que on ne peut pas revenir en arrière. Il y a des gens qui se sont réveillés de manière définitive sur la supercherie que constitue le monde tel qu'il nous les est présenté. Après, très rapidement, je voulais revenir par rapport à… Il y a des choses que j'entends souvent, à savoir que les banlieusards, dans le sens population d'origine immigrée ou des immigrés, ne se sentent pas du tout… n'ont pas de solidarité en fait avec les Gilets jaunes. Et ça, c'est faux.
Ça, c'est faux. Sur Paris, il y a énormément de gilets jaunes qui sont issus de ces minorités. Alors après, ce qui se passe, c'est que ces gens-là, en fait, ils ont un peu de réticence à sortir pour aller manifester parce qu'ils connaissent d'ores et déjà ce que c'est que la violence d'État et la violence policière. Déjà, premièrement. Euh, Deuxièmement, il y a aussi, c'est vrai, une part voilà, qui est influencée par la culture américaine, etc. Ça, on ne peut pas le nier. Mais ce n'est pas tout noir, tout blanc. Ça veut dire que moi, pour moi, fondamentalement, j'estime que dans la stratégie, une des, euh, quelque chose qui fera basculer le mouvement social qu'on vit actuellement, c'est le moment où les gens de banlieue, de quartier et population immigrée, enfin, je n'ai pas tous les termes qu'on peut appeler, mais vous comprenez ce à quoi je fais référence. Lorsque ces gens-là, ils feront convergence, ils rejoindront le mouvement social. Là, pour le moment, ce qui empêche cette convergence, c'est les gauchistes. C'est les gauchistes, c'est la gauche du capital, c'est les agents d'influence de la gauche du capital qui sont dans ces quartiers-là, ou même pas du tout, parce que souvent ils ne sont même pas dans ces quartiers-là, mais en tout cas qui occupent l'espace médiatique pour dire non, attention, ils vous montrent du doigt, ils vous pointent du doigt le danger fasciste pour empêcher que ces populations-là fassent convergence. Parce qu'au final, la plupart d'entre eux, c'est des gens, ils travaillent dans les VTC, ils portent des palettes à Rungis, ils font des livraisons. Enfin voilà, quoi, c'est des prolétaires comme tout le monde. Et ils sont totalement en accord aussi avec les revendications sociales des Gilets jaunes. Donc moi, je pense qu'il y a une convergence à faire. Parce que de toute façon, enfin voilà, dans la logique communiste des choses, de toute façon, la révolution, elle est mondiale, sinon il n'y a pas de révolution. Surtout à l'heure actuelle où on est, où c'est. Nous, ce qu'on met en évidence, c'est que là, on est en train de passer un saut qualitatif dans le capitalisme tel qu'il existe, le capitalisme mondialisé, financiarisé, où en fait, ce capitalisme-là, bancaire et financier, qui a pris possession de l'État pour, comme une arme, comme un outil pour s'en servir, et ben en fait, il va lâcher l'État parce que l'État maintenant est une coquille vide. L'État ne sert plus à rien. On le voit très bien, l'État en déliquescence totale. Et en fait, là, on arrive à l'achèvement de ce qui reste de l'État, quoi. Les services publics, même la police, ils vont la liquider, ils vont finir par la liquider. Et ça sera, selon moi, une milice privée qui prendra le relais, quoi. Une sorte de, enfin, je veux dire, on est en train de passer un saut qualitatif et là-dedans, il va falloir repenser aussi la lutte sociale, à savoir que il y a des choses là où on ne pourra plus avoir les mêmes clés de lecture qu'avant, selon moi. Je me trompe peut-être, mais voilà. C'est ce que certains, en tout cas, dans le groupe pensent. Alors après, la question est de savoir stratégiquement comment on va faire évoluer ce mouvement. Et donc, selon nous, il faut montrer du doigt où se trouve le vrai pouvoir. Alors après, il y a une question qui est normalement la deuxième question qui devrait être débattue, à savoir est-ce que c'est la marchandise qui met en mouvement l'histoire ou est-ce que c'est le spirituel qui met en mouvement l'histoire en utilisant la marchandise? Et donc ça, c'est une question que justement à laquelle je voudrais que Francis Cousin puisse répondre parce que selon moi et selon certains membres de notre collectif, nous, on estime que les banquiers notamment, enfin les grands capitalistes, parce que c'est d'eux dont il s'agit, ceux qui ont en main les clés de l'économie mondiale, etc. Selon nous, ils ont un plan d'ordre spirituel. Ils ont un plan pour l'humanité d'ordre spirituel qui se met en opposition avec la spiritualité humaine. On peut appeler ça de manière générale les lois naturelles, ce qui constitue l'ADN de l'humain, la nature intrinsèque de l'humain, à savoir ne serait-ce que la famille, tout simplement. La famille, chose immuable à travers l'humanité, et ben ça, c'est en train d'être mis en cause, à savoir que maintenant, non, tu vas vers un organisme multinational, tu vas payer le prix qu'il faut et puis tu auras un bébé. Tu pourras même sélectionner à savoir ce que tu veux qu'il ait des yeux bleus, des yeux marrons, des yeux verts, tu veux qu'il soit grand, 1m80, 1m90. Enfin voilà, on arrive sur des choses là. Donc, on est d'accord sur cette lecture de savoir qu'on arrive vers l'aboutissement de la marchandisation totale et complète de ce qu'il est possible de marchandiser sur Terre.
Et par rapport à ça, nous, on y oppose un combat spirituel. Donc, pour moi, dans la lutte sociale telle qu'elle est présente actuellement, le saut qualitatif qu'on devra faire, c'est à savoir de se placer dans une lutte spirituelle du vivant face à la mort, en fait, face à cette oligarchie bancaire et financière, enfin, au sens oligarchie, au sens que c'est un petit groupe de personnes qui détient le pouvoir. Hein. Je ne suis pas en train d'affabuler une thèse complotiste, etc. Enfin, il y a, en l'occurrence actuellement, ce sont les banquiers, les détenteurs des capitaux des plus grandes banques du monde sont les mêmes détenteurs des capitaux des plus grandes multinationales du monde. Donc, il se trouve que c'est une petite oligarchie qui détient le pouvoir économique mondial. Et ce pouvoir économique, en fait, a mis la main sur les États depuis bien longtemps et a mis, du coup, la main sur le politique. Donc, c'est l'économie qui dirige le politique. Et par rapport à ça, il faut opposer une lutte spirituelle selon moi. Voilà le bilan que je peux dire. Oui. Ce que je voulais dire, c'est que tout ce dont on parle aujourd'hui en 2019 a été prévu, clarifié, méthodologiquement mis en situation par Karl Marx dans les 4 livres du Capital écrits entre 1868 et les années qui ont suivi. Marx n'a pas écrit un livre qui s'appelle Le Capital pour décrire le 19e siècle. Marx a écrit un livre qui s'appelle Le Capital pour décrire le 21e siècle. C'est-à-dire que Marx, en 1868, explique que la bourgeoisie va disparaître, qu'elle va être supplantée par une classe capitaliste mondiale, que la bourgeoisie qui possédait les moyens de production va être surclassée par une classe capitaliste anonyme, impersonnelle, avec des conseils d'administration anonymes et salariés, et que dans la crise supérieure du capital, le capital bancaire va s'emparer du capital industriel. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui découvrent l'oligarchie à travers des circuits bancaires qui ont pris le pouvoir sur le monde. Mais les circuits bancaires n'ont pas pris le pouvoir sur le monde parce qu'il y a des banquiers particulièrement intensifs, méticuleux et vampiristes qui l'ont décidé dans leur cérébralité. C'est le résultat de ce que Marx, en 4 livres, a appelé la baisse du taux de profit, la concentration des capitaux. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on a une classe capitaliste mondiale qui dirige l'ordre du monde, qui s'est resserré dans des concentrations particulièrement spécifiques, mais tout ça est écrit dans le Capital en 1868. Et il n'y a pas de problématique matérielle ou spirituelle. Je ne suis ni spirituel ni matériel. Je suis le rapport social historique de ma conscience au monde. Toute la vieille philosophie dualiste s'est sclérosée dans des oppositions thématiques et statiques. Est-ce que c'est l'esprit qui domine la matière? Est-ce que c'est la matière qui domine l'esprit? Et Marx, avec les groupes radicaux, est arrivé dans les années 1870 en disant c'est par essence le faux débat. Nous ne sommes ni de l'esprit pur, ni de la matérialité pure, nous sommes le rapport historique, de production de notre conscience. C'est-à-dire que qu'est-ce que ma conscience? Ma conscience est toujours conscience de quelque chose. Une conscience qui n'a pas conscience de, ça n'existe pas. Je suis conscience de. Et je suis conscience de quoi? Je suis conscience du rapport historique précis, du champ historique universel qui vient se refléter dans ma conscience singulière. Le messianisme universel de la marchandise, le progrès mondialiste de la marchandise, il n'est pas né au IXe siècle, il n'est pas né au XIIe siècle, il est né de la révolution protestante capitaliste qui a, à partir de Cromwell, à partir de l'émergence d'Amsterdam et de Londres, a produit une pratique sociale qui pouvait imaginer la construction intellectuelle d'un messianisme de la marchandise mondiale. L'idée d'un gouvernement mondial, elle n'est pas possible sous Clovis. Elle surgit parce qu'il y a un rapport social de production de la marchandise qui s'universalise dans un mondialisme et qui fait qu'à un moment donné, l'unification des classes capitalistes produit un projet messianiste mondialiste de la marchandise. Mais ce n'est pas un projet spiritualiste, thanatique, qui tourne en rond sur lui-même. C'est l'expression d'un rapport social aliénatoire.
Donc, nous sommes tous, dans nos vies individuelles comme dans nos vies collectives, les produits d'un rapport social historique qui fait que si je nais à Taïwan en 1400, ma conscience ne sera pas la même que si je nais à Londres en 1850 et à Okinawa en 1940. Donc, nous sommes le produit d'un rapport historique. Et le délire gouvernementaliste du mondialisme de la marchandise sauce Attali ne vient pas d'un cénacle de type qui délire à un moment donné, c'est le produit de la crise de la marchandise qui rend nécessaire à un moment donné une paranoïa organisationnelle de certains cénacles. Mais ils ne sont que l'effet. Ils ne sont que l'effet d'un rapport social que Marx, dans les 4 livres du Capital, a non seulement particulièrement bien vu, mais qu'il a prévu. Parce que aujourd'hui, vous avez toute une série de théoriciens qui vous parlent de l'oligarchie, de l'usure, du mondialisme, du projet messianique. Mais Marx a écrit tout ça en 1868, en disant « ça n'existe pas, mais ça résulte des lois historiques, des contradictions du rapport social de la marchandise. » Donc, il faut comprendre que tout ça correspond à des lois de nécessité. Alors, ensuite, un deuxième problème que vous avez soulevé et qui est très intéressant, c'est celui des gilets jaunes et des zones immigrées. Moi, j'ai pas mal de gens qui sont d'origine immigrée et qui me contactent et qui sont justement en rupture de leur provenance immigrationniste. C'est-à-dire que si aujourd'hui, et alors là encore, on est en plein Marx, on vous dit tout le temps à la télé, dans les radios, qu'il y a plein de géographes, de politologues de la modernité qui ont théorisé la fracture des métropoles, France périphérique. Bon, il y a plein de gens qui travaillent à la surface des choses qui en ont parlé. Mais le premier à en avoir parlé, c'est Engels en 1862, dans un ouvrage majeur qui s'appelle la question du logement et qui explique qu'au fur et à mesure que la mondialisation de la marchandise va se généraliser, nous aurons 2 zones territoriales qui seront 2 zones de classe, la zone du privilège et la zone du déclassement. Dans la zone du privilège, on a la classe capitaliste, on a les couches moyennes clientélisées et on a les immigrés de la banlieue. Et on a la France périphérique, l'Angleterre périphérique, toutes les zones périphériques du déclassement, qui est un déclassement de classe et qui est un déclassement territorial. Comprenez bien que l'immigré qui vit dans une situation de domination à la périphérie des métropoles, il est bien évidemment en situation de non-privilège par rapport à la classe capitaliste, mais il est en situation de surprivilège par rapport à la situation qu'il aurait s'il était resté au bled. C'est pour ça qu'il est parti du bled. Si au lieu d'être à Marrakech, je suis à Bondy, ma situation à Bondy, elle n'est pas géniale, mais elle est surprivilégiée par rapport à Marrakech. Si par contre, moi, prolétaire, qui viens du Paris des années 50 et des années 60, je me retrouve à 60 km de Paris dans le périurbain, là, je suis déclassé. Donc, le prolétaire de souche dans la longue incarnation historique de la France française traditionnelle avant les migrations du XXe siècle, il a tout perdu. Par contre, l'immigré des banlieues, malgré sa situation de suggestion, par rapport à son grand-père du bled, il a tout gagné. Il y a donc aujourd'hui 2 zones particulières, les privilégiés, la classe capitaliste, les bobos des couches moyennes et les immigrés des banlieues qui sont où? Intégrés dans des dispositifs d'emploi prioritaires. Il suffit de se balader à Paris pour voir qui est recruté à la SNCF ou à la RATP, pour voir qu'il y a effectivement une promotion de recrutement discriminatoire positif qui ne touche pas le paysan de la Creuse ou le fils d'ouvrier de l'Ariège. Donc on a bien une France privilégiée des métropoles qui est contre-révolutionnaire. Et on a la France périphérique de ce prolétariat exclu que Marx et Engels en 1862 avaient ciblé, qui est le prolétariat des Gilets jaunes. Alors maintenant, on a bien évidemment des hommes d'intelligence qui surgissent des quartiers immigrés et qui se disent « je ne suis pas condamné à être de toute éternité prisonnier de ma destination immigrée ». Donc on a effectivement des hommes et des femmes qui mettent le gilet jaune, même s'ils viennent de l'immigration, et qui le font sur une base radicale, potentielle. Mais on a toutes les faunes urbaines qui mettent le gilet jaune,
dans cette convergence des luttes réformistes, écolo-bobo, pro-immigrés, pro-féministes, etc. Donc, si vous voulez, quand on parle des immigrés, j'ai deux immigrés. J'ai l'immigré qui défend son statut dans la métropole, qui peut revêtir le gilet jaune, mais qui n'ira jamais à l'abolition du salariat. Il veut simplement améliorer le salariat. Parce que qu'est-ce qu'on a dans les banlieues? On a des gens qui travaillent sérieusement, qui bossent. Comme vous le disiez tout à l'heure, 80% du salariat urbain de la métropole, c'est des gens qui sont issus de l'immigration et qui bossent sérieusement, qui veulent améliorer leur servitude, mais qui n'ont pas de conscience radicale antisalariale. Et puis de l'autre côté, on a tout le trafic de l'économie parallèle, qui a construit une économie à côté de l'économie où les racailles du haut sont complices des racailles du bas. Et j'ai un petit périmètre d'immigrés qui, eux, deviennent radicaux, mais qui ne se positionnent plus en tant qu'immigrés, ils se positionnent en tant que prolétaires. Et là, je les retrouve même sur les ronds-points de la périphérie. Moi, je veux dire, je me suis trouvé en Normandie sur des ronds-points où j'avais effectivement des gens qui étaient issus de l'immigration, mais qui avaient aboli la destination aliénatoire de cette immigration. Ils ne se posaient plus en tant qu'immigrés ou fils d'immigrés, ils se posaient en tant que prolétaires à potentialité radicale pour abolir l'aliénation. Donc, si vous voulez, je peux m'appeler Mohamed, venir d'une banlieue, revêtir un gilet jaune pour reproduire la servitude du salariat d'une manière plus rétributive, mais je peux m'appeler Mohamed, revêtir le gilet jaune et dire j'abolis ma destination, j'abolis ma provenance aliénatoire première et je suis moi aussi un Gaulois réfractaire. Parce que le Gaulois réfractaire n'est pas un concept ethnique. Le Gaulois réfractaire est un concept radicalement social, subversif et historique. Il y a des immigrés qui ont aboli leur situation d'immigrés, qui viennent du Maroc ou d'Algérie, qui sont beaucoup plus Gaulois réfractaires que des Gaulois réfractaires potentiels de souche complètement abrutis devant leur consommation aliénatoire. Donc le problème n'est jamais ethnique, il est toujours social. Donc quand on fait une cartographie des zones privilégiées et quand on fait une cartographie des zones prolétarières en insurrection, ce n'est pas des zones ethnographiques, ce sont des zones sociales. Et ces zones sociales sont décisives parce qu'effectivement, qu'est-ce qui va se passer demain? Il va se passer demain que dans les banlieues, les hommes et les femmes de radicalité qui veulent surgir pour eux, pour leurs enfants, pour leur émancipation, vont rejoindre la lutte de classe radicale en refusant d'être enfermés dans ce que le discours du capital appelle les quartiers. Les quartiers, c'est une métaphore linguistique qui ne veut rien dire. Les quartiers, ça veut dire l'immigration sans le dire. Mais il faut bien comprendre que si aujourd'hui je vis dans la Creuse et que je suis un prolétaire paumé au fin fond de la Creuse, j'ai une situation d'exploitation bien plus intense que la Seine-Saint-Denis qui nous est présentée comme la zone la plus pauvre de France. Mais cette Seine-Saint-Denis qui est la zone la plus pauvre de France, entre les subventions publiques et les milliards de l'économie souterraine, elle a un PIB réel qui est 100 fois plus élaboré que celui de l'Ariège ou de la Creuse. Donc les vrais privilégiés, ils ne sont pas là où on croit. Et les vrais exploités radicaux, ils ne sont pas où ils sont. Là, Macron a trouvé merveilleux ce film qui s'appelle Les Misérables sur les banlieues. Mais les misérables des banlieues dont on parle, ils sont subventionnés, ils ont l'économie souterraine, ils sont surprotégés. Et quand on parlait tout à l'heure vous n'avez pas eu de tir de flashball quand il y a eu l'incendie du cirque Zinzin de Chanteloup-les-Vignes. Les tirs de flashball, c'est pour le prolétariat offensif qui vient marquer sa ligne de classe. Il y a eu bien évidemment dans les banlieues parfois des détentions extrêmes, des cas de mort ou des cas de blessures intensives. Mais c'est périphérique, c'est résiduel et c'est exceptionnel. Le grand massacre industriel qui, comme le disait tout à l'heure Christelle, mutile et borgne, c'est le prolétaire gilet jaune.
Et dans cet acte par lequel le capital mitraille ses vrais ennemis, il dit tout. Il dit qu'aujourd'hui, la lutte de classe radicale, c'est cette France périphérique, déclassée, abandonnée dont parlaient Marx et Engels en 1862, et que, au contraire, les métropoles, classe capitaliste, bobo, clientèle immigrée, ce sont les zones privilégiées du parti de l'ordre. La lutte de classe, parti de l'ordre. Ah oui, vous avez raison. Donc j'arrête. Mais non, mais il a raison. Il me rappelle le temps que j'avais moi-même désigné. Donc il a parfaitement raison. Donc je stoppe. Alors moi je tenais à dire que, dis donc, vous êtes hautement spirituel quand même. Hein. Parce que quand vous avez répondu à Elie sur la première question, est-ce que c'était le spirituel qui met en marche l'histoire ou le matériel, quelque part? La réponse que vous avez donnée, si, moi je la trouve hautement spirituelle, quoi. Et c'est vrai qu'il y a une nécessité à l'heure actuelle, donc la marchandise met tout en place au niveau de la répression, je dirais, et ça répond à une nécessité qui est sa survie dans le temps, de toute façon. Cette valeur d'échange doit perdurer et veut perdurer. Et en même temps, je vois que pour perdurer, elle est en train de fragmenter les individus pour ne pas qu'ils puissent être cette réflexion de conscience de la conscience, justement. Donc ça, on voit bien que ça attaque l'individu directement et c'est peut-être un miroir pour ça que l'individu devient la première marchandise, finalement, qui est d'un cynisme, je trouve, monumental au niveau de l'être humain. Voilà, moi je voulais juste raisonner là-dessus, mais en même temps je voulais dire que ce que je vois d'un point de vue métaphysique, c'est que l'avancée historique répond à une nécessité de faire évoluer le matériau humain. Et je trouve que là, en termes d'évolution, on est un petit peu dans un point de bascule où l'humanité est en crise parce qu'il y a une nécessité d'évolution, mais qui ne répond pas à sa volonté propre. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est en crise, justement, parce que c'est le grand saut vers l'inconnu. C'est un grand saut qualitatif et c'est un grand saut dans lequel, justement, la valeur d'échange va mourir. Dernièrement, nous sommes allés à la Maison des métiers d'art et donc en rentrant, alors il y avait une conférence. Et en rentrant, je me rends compte que c'est le siège du MIT France, MIT Club France. Et nous tombons sur une conférence de jeunes, donc ils étaient tous vraiment moins de 25 ans, et c'était un petit peu, comment ça s'appelle, la pyramide de… Le gars, il est parti en prison là, pour des histoires de chocolat. Pyramide de Ponzi. Oui. Et donc, c'était ça. Alors, il y en a un qui investit, il essaie de trouver des partenaires, il fait rentrer les partenaires dans la boucle, puis lui, il passe d'échelon, les autres partenaires font pareil. Et vous savez, il y a ces investissements-là. Donc, les jeunes étaient à fond là-dessus. Il y avait de la musique à l'américaine. C'était vraiment un show à l'américaine. Et donc, on sort de là-dedans. Moi, j'en pouvais plus. Je vous garantis, je suis sortie, j'en pouvais plus. On sort de là-dedans et on tombe sur deux jeunes qui essaient de nous vendre leur truc, quoi. Et donc là, je me suis permise de leur faire du Francis Cousin, bien sûr, hein, de leur rappeler que, déjà de les interpeller en tant qu'être humain, en leur disant, mais d'accord, vous êtes des traders, ok, mais ça ne vous gêne pas qu'à un moment donné, la finance spécule sur les denrées alimentaires, alors que la denrée alimentaire, c'est vital, ça devrait être gratuit. Il ne devrait pas y avoir de valeur d'échange là-dessus. Donc, je les renvoie à ça. Et le gars me dit ouais, non, mais moi, je ne fais pas ça. Donc, complètement déconnecté de l'humain, quoi. Et ensuite, c'est la jeune fille qui me parle parce qu'on en était au rapport social et elle me dit mais on a beaucoup d'interactions humaines dans nos réunions. Je lui dis écoute, permets-moi de ne pas être en accord avec ce que tu dis. Ce ne sont pas des interactions humaines, mais ce sont des interactions sur la valeur d'échange. Tu parles à quelqu'un parce que tu vois que cette autre personne pourra t'amener quelque chose à toi
au niveau de ta notoriété. Donc, il y a là un rapport d'échange. Bon, ben, on est parti, ils étaient un peu, comment dire, fébriles, vous voyez. C'était assez rigolo. Oui, alors, on peut rebondir déjà sur la spiritualité, on va dire. C'est-à-dire que de toute façon, on a des idées et en effet, il y a des conditions matérielles et puis il y a des idées. Mais de notre point de vue, dans ce monde de la séparation, ça a l'air séparé. Après, pour remettre l'histoire à l'endroit, par exemple, si Francis, comme vous disiez, est très spirituel, si Francis peut dire ce qu'il dit, c'est qu'il vit dans un monde spécifique et qu'il a eu un parcours spécifique. Donc, de la même manière que Socrate ne peut pas naître chez les Sioux ou que l'esprit chevaleresque ne peut pas exister chez les Inuits, c'est-à-dire que c'est une question de comprendre justement ce qui détermine la conscience humaine dans l'histoire et par l'histoire. Après, en ce qui concerne, bon, en effet, l'histoire là des traders et voilà, des sortes d'économies pyramidales là où ils font des pyramides. Bon, mais ça de toute façon, c'est très actuel, parce que les gens finalement ils font que reproduire la fictivité qu'ils vivent au quotidien, que ce soit la fictivité du capital et le fait que, comme le disait Francis, on voit bien que maintenant c'est le capital bancaire qui surdétermine le capital industriel, parce que pour pouvoir produire de manière gigantesque, à faire des investissements qui permettent justement d'avoir des surproductions qui d'ailleurs mènent à une saturation des marchés où on voit des dizaines de milliers de bagnoles sur les parkings, des bagnoles neuves qui ne seront jamais vendues, ou qu'on voit Amazon qui est en train d'enterrer tous les produits qu'il n'a pas pu vendre. Et quelque part, face à ça, face aux endettements des entreprises et au fait que la course au désendettement amène plus d'endettement, on voit que finalement, que ce soit au début ou à la fin, c'est la dette et la banque qui déterminent la production finalement, en fin de course. Et donc, par rapport à ça, pour en revenir aussi sur justement le déterminisme historique et les gilets jaunes, et tout le fait justement qu'il y ait une opposition nécessaire et que rien ne sort de notre tête. On voit cette opposition, par exemple, quand il y a ce mépris de classe et que le préfet allemand nous dit qu'il y a deux camps. Donc l'homme, il réagit à quelque chose. Et ce n'est pas du tout spirituel, c'est totalement matériel. Il y a le camp de la vérité officielle obligatoire, et puis il y a le camp de ce prolétariat français qui quelque part veut retrouver justement ce chemin de la vérité face aux mensonges qui sont devenus intenables et qui d'ailleurs commencent à se dévoiler d'eux-mêmes. Et ils se dévoilent d'eux-mêmes si vous voulez, dans le rapport social qui est totalement concret. Et il y a même plus personne forcément pour désigner ça. Les Gilets jaunes se sont rendus compte des mensonges en les vivant et pas en les pensant d'abord. Et si vous voulez, il y a le camp de l'inhumanité du profit, et il y a le camp justement de cette France de l'histoire profonde qui veut préserver justement ce qui lui reste d'humain et qui le retrouve justement dans la lutte. Et en ce sens, on peut donner raison à Castaner ou à l'Allemand, c'est-à-dire que les Gilets jaunes sont des casseurs. Ils cassent l'ordre social actuel et ils brisent les règles de la servitude. Et ça, c'est intéressant, parce que des fois, c'est vrai qu'il faut écouter ces gens-là quand ils nous parlent, parce qu'ils peuvent nous dire des choses vraies. Ah bah oui. Si on sait les écouter. Et enfin voilà, mais après, vous parliez même avant, j'ai pas pu finir sur la gauche, vous parliez, oui, c'est ça, de la gauche, du capitalisme vert, voilà. Et puis il y a aussi le fait qu'on veut faire passer, à un moment on a voulu faire passer les Gilets jaunes pour des fascistes, justement on en parlait avant, pour qu'il n'y ait pas de dialogue possible entre les banlieues
entre les banlieues et le prolétariat qui s'insurge, et entre aussi cette couche moyenne et ce prolétariat. Donc on va l'attaquer sur des choses complètement délirantes, parce qu'il faut quand même bien se dire que bon, c'est sûr que c'est facile de parler de fascisme. Pour les politiques, les syndicats, les journalistes et les universitaires, ça leur permet de ne pas désigner ce qui est essentiel. C'est-à-dire qu'on va nous faire des pataquès sur le fascisme, mais on ne va pas du tout parler de la chose essentielle, qui est la lutte des classes qui revient. Parce que c'est quand même ça ce qui est essentiel. C'est la crise qui fait revenir la lutte des classes. Et donc, cette prétendue lutte contre le fascisme qui n'existe plus depuis bien longtemps, et cet antifascisme qui a fait infiniment plus de morts que le fascisme, on se souviendra de Barcelone 37, où la gauche tire sur le prolétariat révolutionnaire. La Seconde Guerre mondiale et les bombardements alliés, bon, c'est sans commune mesure. Donc, on a vu donc les Gilets jaunes remettre en cause tout un tas de choses, notamment donc ce capitalisme vert. Finalement, quelque part, on vient, si vous voulez, on vient vouloir, on veut absolument redécorer le capitalisme tel qu'il existe aujourd'hui. Et puis alors on nous dit, ah oui, surtout, le monde est en train de crever, il faut faire quelque chose. Mais que ces gens-là ne s'inquiètent pas. Les Gilets jaunes potentialisent justement ce quelque chose, c'est-à-dire que on va s'attaquer aux causes de la pollution, on va s'attaquer aux causes de ces grands déplacements, parce qu'on nous parle des flux migratoires qui entraînent des morts, etc. Mais quelle est la cause de ce grand déplacement? Ben, c'est le profit, c'est le capital. Et donc, la seule manière radicale de mettre fin à la pollution et à la misère humanitaire des grands déplacements, c'est bien d'exploser ce capital. Et non pas d'essayer de le rafistoler avec des bouts de ficelle bioéquitables. Donc, voilà, après, c'est-à-dire qu'on est dans une mystification totale, et voilà, donc on veut dévitaliser le mouvement en parlant d'écologie et de sans-papierisme, alors qu'en fait, bon, ces gens-là sont la cause des effets. Alors, ouais, donc je voulais revenir sur deux points. Alors, donc, notamment, oui, je suis d'accord. Donc, oui, les immigrés, c'est une armée de réserve du capital, mais ils peuvent porter aussi, selon moi, une certaine radicalité. Enfin, moi, je parle de mon expérience de terrain, hein. Moi, je suis sur le terrain. Je parle avec des gens et ils ne veulent pas réformer le salariat, hein. Beaucoup de gens que je connais qui viennent de quartier, c'est pas pour. Personne. Moi, je connais personne qui me dit qu'il aime sa situation de salarié. Voilà. Donc, juste, je voulais dire ça. Ensuite, par rapport à la permaculture et le greenwashing, là, ce dont on parle. Donc, moi, je peux en parler parce que moi, je suis dans ce milieu-là. Donc, effectivement, oui, la permaculture a été dévoyée, puisqu'à la base, bon, c'est simplement une philosophie, des grands principes pour mettre en place des lieux de vie. C'est même des relations humaines aussi. Alors, oui, maintenant, la permaculture a été recyclée par Capital. Oui, maintenant, il y a des gens qui vendent des formations de permaculture. Oui, maintenant, il y a plein de bouquins sur la permaculture, il y a plein d'argent, il y a plein de produits, c'est à la mode, etc. Je suis d'accord. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait aussi une radicalité dans ces milieux-là qui existe. Alors, Monsieur Cousin, moi, j'ai suivi pas mal de tes vidéos et à un moment donné, je me souviens que tu avais évoqué notamment le sujet de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, en disant que pareil, c'était une sorte de revitalisation du capitalisme et que c'était un peu de la merde gauchiste. Mais moi, j'y suis allé à Notre-Dame-des-Landes et je peux t'assurer que j'ai pas vu autant de radicalité que là-bas.
et pas des gens qui ont des beaux discours, etc., des gens qui pratiquent la non-marchandisation, c'est-à-dire qu'ils produisent des choses et ils se les donnent. C'est même pas du troc, c'est ils se donnent. Tu es en demande, tu as besoin de quelque chose. Moi, j'ai ce quelque chose, je vais te le donner parce que je t'aime, tout simplement. Et même si des fois il y a des querelles humaines, etc., mais je vais te le donner, t'inquiète, tu ne vas pas mourir de faim. Tu as besoin d'un toit, tiens, cette grange, voilà, tu vas venir, tu vas dormir ici. Euh, Moi, j'ai vécu ça à Notre-Dame-des-Landes. Alors maintenant, Notre-Dame-des-Landes, effectivement, ça a évolué, ça a été récupéré, etc. Mais je crois que ça fonctionne à peu près toujours comme ça. Si je vous invite d'ailleurs, vous, garde des classes, à y aller, vous allez demander un logement, on vous donnera un logement, on vous donnera un vélo, vous pourrez faire tour de la ZAD et aller questionner les gens, etc. Donc, il faut toujours aller sur le terrain. C'est le terrain qui parle. C'est sur le terrain qu'on a les vraies informations et on sait ce que pensent les gens. Donc, c'est vachement important d'y aller pour savoir comment ça fonctionne. Après, oui, il y a un recyclage du grand capital à travers euh, cette idée de climatologie, là. Moi, j'appelle ça des climatologues. Moi, je suis, on pourrait me classer comme climato-sceptique. Moi, franchement, le climat, j'en ai rien à faire. C'est une grosse machine ultra complexe. Non, mais voilà, enfin, je vous dis, moi, j'en ai beaucoup plus à faire, si vous voulez, de la pollution des nappes phréatiques ou quand je vois une vidéo d'un mec de ArcelorMittal, là, qui va déverser de l'acide dans une mare. Ça, pour moi, là, on parle d'écologie, mais le parler du réchauffement de 1 ou 2 points de température sur la centaine d'années à venir, ça, c'est de l'enfumage. Alors, il y a des problèmes écologiques. Le capitalisme crée des problèmes écologiques, ça, c'est une évidence. Maintenant, c'est récupérer, pour parler simplement de la question climatique, qui est un faux sujet, parce que de toute façon, personne ne contrôle le climat. Euh, Ensuite, il y a une tentative de récupération, comme disait Christelle, on l'a mis en évidence notamment avec Extinction Rébellion. Et pareil, Extinction Rébellion, on a été sur le terrain, on a été les voir et on est parti leur porter la contradiction chez eux à Place du Châtelet où ils étaient. On a participé aux AG et on a mis en évidence leurs contradictions. Et, euh, et voilà, et du coup, effectivement, oui, ils sont pas pour changer, enfin, ils sont pas, ils sont même pas pour réformer le capitalisme, hein, ces gens-là. Ils sont pour un capitalisme vert, voilà. Même ne serait-ce que la voiture électrique, c'est une grosse bêtise, même écologiquement parlant. Euh, Produire une voiture électrique avec des batteries, ça pollue beaucoup plus que simplement garder son ancienne voiture à moteur thermique et continuer de produire du pétrole. C'est une évidence. Et il y a beaucoup de gens dans les milieux écolos qui sont conscients de ça et qui ne se laissent pas berner par ça. Je peux vous l'assurer. Mais par contre, il y a une tentative, effectivement. Et Christelle, elle a bossé sur un autre dossier qui s'appelle les 100 villes résilientes, donc de la Fondation Rockefeller. Et là-dedans, voilà, il n'y a même pas, il n'y a pas de résilience au sens premier du terme. En fait, c'est une résilience simplement de l'oligarchie bancaire qui, elle, veut résister aux chocs qui, selon moi, pourraient être justement des révoltes sociales de grande ampleur. Donc, ils vont concentrer le pouvoir dans les grandes métropoles. Ils vont sécuriser ces grandes métropoles pour empêcher justement que les prolétaires des périphéries aillent leur casser la gueule. Globalement, ça va être ça, le projet des villes résilientes. Donc, on met en évidence tout ça. Et par rapport à tout ça, il y a pour moi qu'une ligne directrice, effectivement, c'est mettre à bas, euh, faire preuve de radicalité, comme vous dites, mettre à bas le capitalisme, on peut dire, parce que maintenant, enfin, le grand capital ou le petit capital, enfin, aujourd'hui, il n'y a plus que du grand capital, parce que même les petits entrepreneurs, moi j'en connais plein, j'ai été moi-même petit entrepreneur, euh, on ne peut même pas parler de capitalisme, enfin, on n'a rien, on ne gagne aucun capital. Le seul capital qu'on gagne, on le donne tout de suite sous forme d'impôts et de taxes à l'État. Et c'est pire que du travail salarié, quoi, parce que tu travailles 72 heures par semaine. Et, donc, simplement pour dire que, je ne sais plus où je voulais en venir, mais globalement, oui, voilà. Il faut faire preuve de radicalité, ça, on en est tous conscients.
nous, on veut amener cette radicalité, cette convergence. Pour nous, il y a un sujet majeur, c'est ce qu'a dit Christelle. C'est la dette, c'est l'usure, parce que c'est par ce biais-là que le capitalisme tel qu'aujourd'hui il existe. Alors, je sais que Francis Cousin, il ne va pas être content, mais le capitalisme tel qu'il existe actuellement, c'est comme ça qu'il suce le sang des peuples. C'est à travers l'usure et à travers la dette. Et c'est comme ça qu'ils nous mettent en esclavage. C'est comme ça que continue de tourner la machine. C'est parce que tout le monde a un crédit sur le dos. Il faut bien rembourser ce crédit. C'est comme ça que les policiers ils continuent de taper sur des gilets jaunes. Parce que, ouais, écoute, j'ai une maison, j'ai un crédit, je ne vais pas lâcher mon travail. Il y a beaucoup de gendarmes. Hein. On a eu la confrontation avec les forces de l'ordre et des gendarmes qui nous disaient, ouais, on est d'accord, les gars, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Moi, je ne peux pas lâcher mon truc. Si je lâche mon truc, qu'est-ce que je fais? Je vais couler. Et donc, c'est pour ça que nous, notre sujet de convergence, on estime, et c'est le sujet de convergence qui fera convergence aussi avec les corps constitués de l'État, parce que là, dans le cadre de la grève à venir du 5 décembre, à savoir la dette, l'usure, c'est à cause de cette dette, c'est à cause de cette usure que les services publics sont complètement massacrés. Alors oui, c'est l'aboutissement du capitalisme tel qu'il existe depuis Amsterdam, Londres, etc., et moi, personnellement, j'estime que le messianisme, les banquiers, déjà à cette époque-là, ils avaient une idée messianiste sur plusieurs siècles à venir. Bon, bref. Mais en tout cas, tout simplement pour dire que voilà, nous, on estime que c'est ça qui pourrait faire sujet de convergence et en tout cas demander à bas l'usure, à bas la dette. Et si Francis Cousin est d'accord pour dire ça, à bas la dette. Dans un premier temps. Alors, je voulais revenir sur le Notre-Dame-des-Landes et ce que vous avez dit. Alors moi, je n'ai pas connu Notre-Dame-des-Landes, j'ai connu Notre-Dame-des-Landes encore plus grand, le Larzac. Ah oui. Le Larzac. Alors, si vous voulez, il faut faire la différence entre la gentillesse, la bienveillance, la sympathie d'acteurs locaux sur un territoire donné où dans les perspectives quotidiennes, on abolit de manière locale une marchandisation obligatoire. J'allais au Larzac et j'étais reçu comme vous avez été reçu à la ZAD. Mais ça ne transforme strictement rien au niveau du rapport social mondial. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que la ZAD n'a pas été attaquée au LBD intensif. Il y a eu, mais si vous voulez, on n'a pas vécu les attaques massives de flics comme on les a connues sur les Champs-Élysées contre les Gilets jaunes. Parce qu'il y a toute une fraction du capital qui était pro-zadiste. Si aujourd'hui je visite les cabinets ministériels, tout le monde est anti-Gilets jaunes. Il n'y a pas un secrétaire d'État qui a une petite sympathie pour les Gilets jaunes. Par contre, dans ces mêmes cabinets ministériels, j'ai plein de bobos déclassés, recasés, qui adoraient les zadistes. Parce qu'il y a une connexion culturelle du gauchisme de la marchandise qui fait qu'il y a plein de commissaires de police francs-maçons qui adorent les zadistes. Mais ils détestent les gilets jaunes. Donc, je suis d'accord avec vous. Quand j'allais au Larzac, il y avait des tas de mecs sympas qui vous accueillaient gratuitement, qui vous donnaient de la salade, du fromage, il y avait une fraternité. Mais cet îlot demeurait consubstantiel à la marchandise comme un espace périphérique touristique d'un autre monde, de ce même monde. Ça ne dérange rien. Une grève radicale ou un surgissement de gilets jaunes, la garde, elle a peur, la garde, cette femme féministe de l'impérialisme de la marchandise, ce gros monstre abruti de la finance mondiale. La ZAD ne la dérange pas. Les gilets jaunes la dérangent. Donc, il faut bien comprendre que même s'il y a des gens sympas dans les ZAD, il ne suffit pas d'être sympa dans un espace localiste qui décontracte la marchandise pour avoir une vertu révolutionnaire. Donc, il faut repartir à l'essence des choses. Ce qui fait peur au système, c'est ce qui l'attaque à la racine. Vous avez aujourd'hui toute une série de cénacles financiers gauchos humanitaires qui ont pour slogan « Abolissons la dette, abolissons l'usure ».
Abolir la dette, abolir l'usure, ça ne remet pas en cause le système, ça le remet en marche à zéro dans une fluidité nouvelle qui produit un redémarrage qui rend possible sa reconduction pour plusieurs décennies. Donc, l'abolition de la dette, l'abolition de l'usure, c'est le discours des banquiers modernistes qui vont surgir comme il y a effectivement des capitalistes bobos verts. Notre ennemi, bien évidemment, quand vous êtes étouffé par le crédit et l'usure, dans sa forme première, l'oppression, elle est là. C'est le crédit et c'est l'usure. Mais le crédit et l'usure n'ont pas de scénario autonome. L'histoire ne crée pas le crédit. L'histoire ne crée pas l'usure. L'histoire crée la marchandise qui, à un seuil de contradiction historique, produit l'usure et produit le crédit. Il faut toujours que nous ayons un train d'avance sur l'ennemi. Pour avoir un train d'avance sur l'ennemi, nous ne devons jamais nous battre pour abolir les conséquences, mais pour abolir à la racine les causes des causes. Donc je comprends très très bien votre discours sur l'usure et la dette. Il est pour moi quelque chose que je reçois, que je comprends, que je saisis. Mais dans le cadre de la radicalité communiste de la Première Internationale, tout le débat Proudhon-Marx, je sais que ce débat-là est insuffisant et qu'il va être récupéré par toute une série de réseaux modernistes qui vont venir nous racoler, nous racketter, nous embrigader en nous disant « vous avez raison, constituons un nouveau système économique sans usure et sans dette ». Et ce seront nos pires ennemis. Il faut donc que nous ayons un train d'avance. Nous ne voulons pas abolir les conséquences de la pourriture marchande, nous voulons abolir la pourriture marchande elle-même. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, là je fais un tout petit truc resserré, nous lançons la radio Guerre de classe sur le mois de décembre. Et on va en discuter entre nous, mais on aurait un grand plaisir à vous inviter en janvier ou en février, après justement ce qui va se passer sur décembre, pour qu'on fasse un bilan et que vous ayez vous-même, même si vous voulez, moi ce qui m'intéresse, c'est de discuter avec des gens avec qui je ne suis pas forcément d'accord. Donc même si on n'est pas forcément d'accord, c'est intéressant, c'est la richesse de la rencontre. Ce serait intéressant qu'on ait une émission de radio avec vous pour justement discuter de tout ça. Mais bon, je me dépêche parce que j'ai un temps d'avance. Ce que je voulais dire pour le 5 décembre, nos pires ennemis sont ceux qui nous appellent à la convergence des luttes réformistes. Pendant des mois et des mois, la CGT, Sud, FO, toute la police syndicaliste du capital a brisé les luttes de cheminots au moment des retraites, dans des grévettes débiles, de reconductibilité débile. C'est les mêmes qui vont avoir lieu le 5 décembre. Quel est l'objectif de la gauche du capital? La gauche du capital, le 5 décembre, elle appelle à la convergence des luttes pour tuer les luttes. Oui. Il faut que les gilets jaunes, la SNCF, les retraites, les infirmières, on se retrouve dans un cul-de-sac réformiste qui nous conduit aux pompes funèbres de notre servitude infinie. Donc, pour le mois de décembre, ce qui est le plus important, c'est abat la convergence des luttes réformistes et vive la synthèse des luttes radicales, non pas contre la dette, contre l'usure, contre l'oligarchie, qui ne sont que des résultats, mais contre la pourriture capitaliste mondiale. Nous ne voulons aucune revendication qui aboutisse, puisque revendiquer pour aboutir, c'est réorganiser la servitude. Nous refusons toute revendication, toute négociation, nous avançons droit devant, nous sommes dans le tenir debout de la radicalité, à bas la marchandise, à bas l'État. Alors, on n'est pas forcément d'accord, mais ce n'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est qu'on discute justement en bienveillance et en fraternité pour ouvrir des portes, et c'est pour ça que je vous propose qu'on se retrouve dans la radio au mois de janvier. On aura le plaisir à vous recevoir, même si on n'est pas d'accord avec vous sur tout. En tout cas, merci pour l'invitation. Ben, vous avez un petit peu répondu au dernier point qui était, avec Eliès, on se posait la question de quel argument ou quel argumentaire à avoir face aux gauchistes. Ben, je trouve que là, vous avez un petit peu répondu, effectivement, à bas la pourriture marchande, quoi. Dans toutes ses formes. Et c'est vrai qu'eux, ils attirent sur la division de luttes parallèles et la convergence des luttes qui mènent dans une impasse. Donc, ouais. Donc si vous pouvez, l'un et l'autre, rajouter des argumentaires, quelque chose qui pourrait nous aiguiller par rapport à ça. Parce que j'ai un tilt. Alors,
c'est hors sujet, mais c'est plein sujet. Sur la place d'Italie, vous avez vu qu'on a cassé l'espace scénographique et religieux de la statue du maréchal Juin. Et alors là, il y a quelque chose à dire. On va être très court, mais ça montre toute l'imposture du capital sur tous les sujets. Le lendemain, on avait toutes les boursouflures capitalistes des nomenclaturas locales et nationales, Hidalgo, etc., qui venaient nous parler de cette sépulture, enfin, de cette statue du maréchal Juin. Mais qui est le maréchal Juin? Le maréchal Juin, c'est celui qui a organisé le corps expéditionnaire français dans la reconquête de l'Italie, l'armée d'Afrique, pour remonter vers l'Allemagne. Mais il y a une spécificité dans cette histoire-là. C'est ce que les Italiens appellent les maroquinades. Vous avez un film avec Sophia Loren qui doit s'appeler La Cicciocciara, qui est une adaptation d'un roman d'Alberto Moravia. Quelle est la grande spécificité du corps expéditionnaire du maréchal Juin? C'est qu'il était composé de troupes d'Afrique du Nord, en particulier de goumiers, de spahis algériens, etc. Et qu'en quelques semaines, ces hordes militaires de la libération capitaliste lancées sur l'Italie ont violé plus de 50 000 femmes. Donc on avait Hidalgo et tous les féministes bobo-parisiennes qui venaient pleurer sur cette statue, alors qu'elle nous parle du féminicide, nouvelle création idéologique du capital. On ne dit plus qu'une femme est tuée par un homme, on appelle ça le féminicide. Alors, sur 100 meurtres de couple, il y a 70 femmes qui sont tuées, mais il y a quand même 30 hommes. Hein. Mais eux, bon, ils n'ont pas le droit au rappel mémoriel. Mais donc, le mouvement des Gilets jaunes, les matraquages, les éborgnages, les violences qu'on a encore connues samedi, parce que ce n'est pas les Black Blocs du capital, milices du ministère de l'Intérieur qui sont effectivement frappées. Elles participent au système spectaculaire du mensonge. Mais on a éborgné des prolétaires de base. On a cassé la statue du maréchal Juin. On a fait du féminicide un ordre idéologique supérieur. Tout le monde nous parle du viol des femmes. Mais le maréchal Juin, les hordes de goumiers dont a parlé Sophia Loren, dont tous les Italiens parlent aujourd'hui, les maroquinades, plus de 40 000 femmes violées. Le maréchal Juin, il était au courant de ce que faisaient ses troupes. Il a donc une statue place d'Italie et les féministes viennent nous dire « mais c'est horrible, les méchants, les gilets jaunes et les Black Blocs ont déboulonné cette statue ». Mais qui parlera des milliers de femmes italiennes violées en quantité industrielle par la première armée française du maréchal Juin? Donc là, on a une boucle dans le mensonge total. C'est-à-dire que le capital est mensonge sur l'usure et sur la dette, sur la démocratie et sur le Parlement, sur l'écologie et sur la vérité, sur les hommes et sur les femmes. Et sur cette statue du maréchal Juin, dans un concentré incroyable sur un samedi, tous les mensonges de l'idéologie moderne se sont dévoilés. Et c'est sublime. Ça veut dire que le système est en bout de course, même s'il ne le sait pas. Absolument. Je suis bien d'accord avec vous. Sur le système est en bout de course. S'il n'était pas en bout de course, me semble-t-il, il n'y aurait pas autant de répression déjà. C'est parce qu'il y a cette répression que ça révèle le fait qu'il soit en bout de course. Et puis, cette dégénérescence de la pensée qui inverse tout, qui récupère tout et qui récupère sa propre inversion, cette dégénérescence-là, ça montre bien qu'on arrive à la fin de quelque chose, quoi. C'est pour ça que si vous avez l'occasion, alors j'y suis pas retourné, allez sur Internet, cliquez sur Le Parisien, essayez de retrouver le fameux numéro du 16 novembre où toute la clique macroniste explique sa peur des Gilets jaunes et son rêve, c'est que les syndicats et la gauche du capital au mois de décembre étouffent tout. Oui. Vous avez quelque chose à rajouter peut-être? Oui. J'ai l'impression que c'était relativement synthétique. Là, on peut peut-être s'arrêter ici. Ça va faire bientôt 2 heures.
Non, mais À je moins que- demandais à Christelle et à son camarade si eux, parce que moi j'avais parlé un peu plus longtemps, s'ils voulaient rajouter quelque chose. Elias, tu veux? Ouais, non, c'était simplement si on pouvait avoir, comme tu l'avais proposé, plus spécifiquement quelque chose, mais assez concis si c'est possible, par rapport au gauchisme. Euh, Parce qu'à savoir que bon, il y a des tentatives de récupération à droite comme à gauche, hein, mais surtout sur le terrain ici à Paris, c'est surtout sur en fait, le gauchisme qu'on a à faire. Et bah, du coup, si vous aviez des argumentaires de manière très succincte et des choses à nous dire par rapport à cette récupération de la gauche du capital dans une logique réformiste. Euh, Si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la gauche et l'extrême gauche du capital, quand on connaît un tout petit peu l'histoire réelle des luttes de classe, ce sont nos pires assassins. La commune de Kronstadt a été massacrée par les trotskistes, les léninistes et tout ce qui a produit le stalinisme. Les grèves de 68 ont été brisées par la gauche du capital et par les gauchistes. C'est-à-dire que quel est le meilleur flic du capital? C'est pas la BAC. C'est le mec qui prétend parler au nom du prolétariat pour l'enfermer dans une voie de garage. Et on l'a bien vu en 2018-2019, la grève de la SNCF. Bon, moi, j'ai des très bons rapports avec plusieurs dépôts de cheminots. Les syndicats et les gauchistes n'ont pas cessé d'épuiser les cheminots dans des grévettes débiles. C'est-à-dire que qui sabote bien évidemment, le flic qui vous tire un coup de LBD, il est votre ennemi. Mais le gauchiste qui vous conduit constamment dans un cul-de-sac, il est votre pire ennemi. C'est pour ça que les groupes radicaux des années 30, des années 40, Bilan, l'Union communiste disaient le pire ennemi du prolétariat, c'est le gauchiste. Parce que le gauchisme de la marchandise est le laboratoire de recherche du capital. Aujourd'hui, le capital, pour tuer la lutte de classe des prolétaires gilets jaunes qui, en le sachant ou en ne le sachant pas, sont porteurs d'une espérance révolutionnaire, parce que le sociétal, la discrimination positive des immigrés, le favoritisme de la femme au travail, ou l'homosexualité généralisée, ça ne remet pas en cause le capital. Ça réaménage la marchandise capitaliste pour que homosexuels, femmes et immigrés, on ait plus effectivement de positivité reconnue dans le spectacle de la marchandise. Et ça ne fait pas peur au capital. C'est pour ça que tous les soirs à la télé, vous avez un feuilleton où il y a le gentil immigré, le gentil homosexuel et la gentille féministe. C'est notre obligation télévisuelle de chaque soir. On a les trois picouses, on a l'immigré, on a l'homosexuel et on a la féministe. Puis alors, de temps en temps, on a la synthèse, on a l'homosexuel féministe immigré. Alors là, c'est le sublime. Puis alors, on a le sublime du sublime, c'est quand en plus, il mange vegan. Donc là, c'est super. Donc ça, c'est ce qui sécurise le capital. Mais c'est défendu par le gauchisme de la marchandise qui va jusqu'à reproduire l'écriture inclusive du débilisme de la tyrannie marchande. Par contre, le prolétaire radical qui dit à un moment donné « je veux transformer le monde », on lui dit « ta gueule, tu dois t'occuper de l'antidiscrimination ». Donc le gauchisme, c'est bien la police du capital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui défend le mieux? Le LGBTisme, l'homosexualisme, l'immigrationnisme, le capitalisme vert, bref, la marchandise sauvegardée et recomposée, c'est le gauchisme. Le gauchisme de la marchandise est le laboratoire de recherche et de préservation du capital. Donc, quand on discute avec un gauchiste, il faut lui poser la question très simple, Kronstadt, 1937, 1968, mais dans quel camp du capital es-tu? Tu es pour moderniser la marchandise ou tu es pour l'abolir? Et le gauchiste est toujours pour moderniser la marchandise. C'est-à-dire que les gauchistes, l'avortement, vous pouvez prendre tous les textes de Marx, Marx n'a jamais défendu l'avortement. Marx défend l'amour épanoui dans un acte de relation, de tendresse de l'un à l'autre. L'avortoir qui est généralisé depuis les années 70, qui a été voulu
pour que le capital mette en marche une main-d'œuvre de réserve féminine qui coûte moins cher. C'est-à-dire que le capital a mis les femmes au travail, pas pour les émanciper, il les a mis au travail pour les aliéner en la marchandise. Et l'avortement faisait partie de cette dialectique d'intégration et de servilité de la femme moderne. Mais le gauchisme l'a accompagné. Le MEDEF, main dans la main, avec le gauchisme. Le MEDEF voulait la généralisation de l'avortement pour avoir une main-d'œuvre flexible, et le gauchisme était à côté. Et on a eu, il y a 15 jours ou 3 semaines, une gigantesque pétition dans la presse américaine où toutes les entreprises américaines les plus modernes de la concentration capitaliste demandaient la défense des droits de la femme émancipée dans l'avortement et la contraception pour la fluidité des flux de main-d'œuvre. Donc, le gauchiste qui dit notre corps nous appartient en la marchandise, vive la marchandise, complice du MEDEF. Le NPA, c'est la serpillière du MEDEF. Ce que vous décrivez là sur l'avortement, par exemple, ça vient du rapport Meadows, qui a été produit dans les années 70, qui a été soutenu et mis en place par le Club de Rome. Et à partir des années 70, ils ont impulsé les politiques démographiques dans le monde entier. Et on est toujours là-dessus. Et en fait, c'est ce rapport qui réforme le capital. C'est de ce rapport que tout est parti, quoi. Mais tout se tient, si vous voulez. C'est pour ça que c'est important qu'on maintienne ce contact à la fois de différence, mais de dialogue. Parce que finalement, on en ressortira tous grandis, parce qu'on apprend tous les uns des autres dans un parcours qui nous fait évoluer et qui nous dit ce qui est le plus riche, c'est le mouvement réel. Ah oui. C'est le mouvement réel des choses. Et c'est pour ça qu'on aura plaisir à vous recueillir, enfin vous accueillir, pas vous recueillir, à vous accueillir à la radio. C'est un lapsus. En tout cas, moi j'ai été très content de vous voir. Si on ne se revoit pas d'ici janvier, je vous souhaite à tous un très très beau solstice, de très très belles fêtes de fin d'année. Et dites-vous bien une chose, c'est que le mouvement des Gilets jaunes n'en est qu'à son début. Le gilet changera peut-être de forme et de couleur, on changera peut-être, mais quelque chose de subversif, de profond et de décisif est mis en mouvement. Et l'année 2020, entre la crise bancaire, la crise industrielle et la crise politique, fait qu'il va se passer de grandes vagues nouvelles. Mm-hmm. Ah oui, c'est certain. Donc, je vous envoie à tous mon salut fraternel. Et je vous dis, moi, à bientôt, avec le plaisir de vous retrouver. À bientôt. À bientôt, merci. Et, à bientôt à vous deux. Force et honneur. À bientôt. Et alors surtout, joie, repas, victoire, abondance de vin et de lumière. Il faut que la fin de l'année soit une orgie de conscience radicale. Ah, sur ce point-là, je suis d'accord. Allez. Au revoir. Je vous souhaite plein de bonheur à tous. Vive la crise et vive la lutte.